attendre encore, 3-4 minutes et puis on commencera, une fois que tout le monde sera, à peu près arrivé. On attend environ 90 personnes, pour cette présentation.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de restitution des achats bio en Centre-Val de Loire. Donc une étude qui a été réalisée dans le cadre de l'Observatoire régional de l'agriculture biologique, un partenariat entre la DRAF, la Chambre régionale d'agriculture, et Biocentre. Je suis Marine Carasset, je suis conseillère territoire à Biocentre, donc j'accompagne les collectivités dans le développement de l'agriculture bio. Et je suis référente pour l'Observatoire à Biocentre. Bonjour à tous, c'est Julie Leroy, donc je suis chargée de mission agriculture biologique à la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire. Pour cette présentation, nous avons coupé volontairement vos micros. On fera une pause à chaque grande partie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la présentation. On y reviendra à la fin de la partie. Et si jamais vous avez besoin de précisions supplémentaires par rapport à la réponse qu'on aura pu donner, à ce moment-là, vous levez la main et on ouvrira spécifiquement votre micro. Voilà. Au programme aujourd'hui, une présentation du coup de l'étude des indicateurs jusqu'au résultat. On va vous présenter la méthodologie, les grands résultats de l'étude et puis ensuite les pistes d'action qu'on a pu éventuellement identifier. Cette partie-là sera bien sûr ouverte au débat par la suite pour que vous puissiez creuser et vous approprier vous-même les différentes pistes qui pourraient vous intéresser. Déroulé et méthodologie. Donc, l'objectif principal de cette étude, c'était effectivement de connaître les motivations de consommation et d'achat des produits bio en Centre-Val de Loire. Tous les ans, l'agence bio produit une telle étude à l'échelle nationale. Néanmoins, le panel n'est pas en fait représentatif sur la région Centre-Val de Loire. Donc, il y a un panel de 4000 personnes à l'échelle nationale, mais proportionnel au nombre d'habitants par région. Donc, la région Centre-Val de Loire représente l'un des plus petits panels de cette étude-là. L'idée, c'était donc de pouvoir décliner l'étude à l'échelle régionale et pouvoir creuser un certain nombre de questions pour pouvoir comprendre les motivations et les actes d'achat des produits bio en région Centre-Val de Loire. On voulait aussi mesurer l'image de l'agriculture biologique par les habitants de la région centre. On sait qu'il y a un certain nombre d'a priori et donc on voulait les connaître et puis creuser certaines pistes. Connaître aussi les attentes des consommateurs sur les produits par type de distribution. Quels sont les produits achetés, à quel endroit, potentiellement pour quelles raisons. Et puis connaître aussi, enfin identifier les grandes catégories de consommateurs vis-à-vis des produits bio en Centre-Val de Loire. Pouvoir en gros les catégoriser et savoir comment est-ce que on peut travailler sur l'augmentation et le maintien de leur consommation. Et ensuite, identifier les principaux freins à l'achat et les leviers d'action possibles. Donc cette étude, elle s'est déroulée du 16 au 23 avril, donc c'était un auto-questionnaire par Internet. Voilà, 1019 personnes interrogées sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, un panel qui est représentatif de des habitants, donc avec des personnes âgées de 18 à 75 ans, réparties sur l'ensemble des 6 départements et représentatif aussi au niveau CSP. Voilà. Quels sont les indicateurs qu'on a questionnés et suivis? Donc, on s'est posé la question des facteurs pardon, qui influent et qui influencent les choix et les habitudes alimentaires des habitants de la région Centre-Val de Loire. On voulait aussi connaître, enfin, identifier et mesurer la connaissance des labels et la confiance dans les produits labellisés. Les achats, quels étaient les achats de produits bio en Centre-Val de Loire? Les grandes catégories de consommateurs vis-à-vis des produits, et puis les freins à l'achat bio et les pistes qu'on pouvait en identifier. Alors, il y a juste un message sur le fait qu'il n'y a pas de son. Ah.
Est-ce qu'il y a d'autres problématiques de son? Ok. Euh, alors, je vais inviter la personne jardin au baie peut-être à se reconnecter pour que vous puissiez effectivement récupérer le son, si ça fonctionne pour les autres. Merci pour vos réponses. Indicateur, c'est bon. Ouais. Alors, les premiers résultats et les grands résultats de cette étude sur les motivations de consommation et d'achat. Ce qu'on peut identifier et reconnaître, c'est que les achats alimentaires dépendent de plusieurs critères, ce qui est assez classique. Mais dans ces critères-là, on a identifié qu'il y avait des inquiétudes pour la santé et des questions écologiques et environnementales, le lien en fait entre santé et alimentation et santé et alimentation et préoccupations écologiques et environnementales est assez fort en région Centre-Val de Loire. Donc 80,6% du panel répond être inquiet, voire très inquiet sur les liens entre la santé et l'alimentation. Et 76,5% du panel répond se questionner sur les questions écologiques et environnementales par rapport à son alimentation. On en a pu aussi noter dans les réponses que pour certaines phrases qui ont été posées, donc en fait on avait un petit panel de phrases qui étaient posées aux répondants et l'idée c'était qu'ils répondent est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, enfin tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord et pas d'accord du tout avec ces affirmations. On a pu noter que plus de 70% du panel répond être tout à fait d'accord et plutôt d'accord avec des affirmations en lien avec la lecture des étiquettes, avec l'attention qu'il porte à la qualité des produits qu'il achète, à la diversification aussi des produits achetés et mangés, et puis à ce que il souhaite, enfin le panel souhaite faire attention aux perturbateurs endocriniens dans son alimentation. Pour ce qui est des préoccupations écologiques et environnementales, on a pu noter que dans les engagements qui jugeaient importants dans leur consommation alimentaire, la question des pertes et du gaspillage arrive en premier dans le panel. La question de la saisonnalité aussi. Et enfin, la question des circuits courts et des produits locaux. On approfondira cette question juste après. Mais en tout cas, c'est des consommateurs qui ont une attention particulière pour ces questions-là. En dessous, il y a aussi une question du prix qui reste sous-jacent dans les choix alimentaires. Effectivement, on a 48,7% du panel qui répond minimiser son budget plutôt que de privilégier la qualité. Donc ça reste, alors c'est 50, c'est presque 50-50, hein, moitié-moitié, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a une question du prix qui apparaît au moins en partie sur les choix alimentaires. Ce qui est confirmé quand même par l'étude nationale ces 2 dernières années. Quand on creuse un peu la question des choix alimentaires, on a posé des questions sur la préparation et la cuisine au niveau des foyers. On se rend compte que 79,5% du panel prépare ses repas même en semaine. Donc ils portent une attention particulière, ils aiment prendre le temps de préparer les repas même en semaine. Par contre, ils décident aussi le choix de leur alimentation par rapport à un aspect pratique et gain de temps pour 61,3% d'entre eux. Donc ça, c'est quand même deux réponses qui peuvent poser des questions sur que veut dire la préparation des repas et que veut dire aussi la praticité et le gain de temps. Et enfin, il y a une appétence claire pour l'origine régionale des produits, puisque à cette question-là, 63,5% du panel répond faire attention à l'origine régionale des produits. Tout à fait d'accord ou est plutôt d'accord.
Par rapport à la signification du local, on leur a posé la question, on a essayé de fouiller un peu, quelle était la représentation pour eux du local. Donc, que signifiait, le local? Pour le panel, c'est un gage un gage social et de fraîcheur. Donc effectivement, quand on leur pose la question: «Selon vous, acheter des produits alimentaires locaux, c'est?» et qu'on leur, donne trois réponses, 3 choix. Le premier choix qui arrive en tête, c'est le soutien aux petites exploitations. Le deuxième, c'est le respect de la saisonnalité et ensuite, c'est la fraîcheur des produits. Par rapport à l'image du local, par contre, local, pour eux, ne veut pas dire préservation de la biodiversité, ne veut pas non plus, dire limitation de l'usage des pesticides, ni forcément des produits accessibles financièrement. On a terminé pour cette partie-là. Oui, On va prendre une question s'il y en a qui, ou si vous avez des questions. ah, merci, la personne du jardin des baies pour la petite précision sur l'audio. Pour répondre à la question d'Armel, de la FOG, oui, le diaporama vous sera envoyé. Sachant que l'étude est déjà disponible sur nos sites internet, on vous fera, une petite, on vous fera un rappel dans le mail, suite à la présentation et enfin, on enregistre, la présentation pour information. Donc vous serez, destinataire du lien aussi, sur nos pages, pour Respectives. voilà, pour plus de précision. Est-ce que vous avez des questions sur, ces premières informations? Mmh, ça n'a pas l'air. Attends, juste voir les questions-réponses. Les choses du tout. OK. C'est bon. Et ben, on continue. Parfait. Maintenant, on va passer à la partie, donc mesurer l'image de la bio en Centre-Val de Loire et on va commencer par la partie connaissance. Donc l'analyse de la connaissance des marques et des labels, comme vous voyez, ça montre quand même une grande disparité de notoriété hein, entre les signes officiels, les marques privées, initiatives régionales, etc. Euh, donc là, au niveau de ces questions-là, on souhaitait non seulement examiner la reconnaissance des labels, mais aussi le niveau de compréhension de leur signification par les répondants. Sans surprise, hein, vous pouvez voir que les deux labels les plus largement identifiés donc, sont le label bio et le label rouge, avec le label bio voilà, qui bénéficie quand même d'une notoriété assez forte. Hein. On a quand même 96,5% des répondants qui déclarent le connaître, dont un peu quasiment 31% qui indiquent en comprendre précisément la signification. L'Eurofeuille, par contre, quant à lui, il est quand même, bon, il est largement reconnu, hein, quasiment 78% de notoriété globale, mais on a seulement 22% des répondants qui déclarent en comprendre vraiment la portée, donc ce qui souligne quand même un décalage hein, entre ce qui est du ressort de la visibilité et de la compréhension réelle. Maintenant, si on examine donc le niveau de confiance, on peut voir que bon, tous les labels bénéficient d'un a priori plutôt favorable. Hein. Vous pouvez voir qu'on va de 82,8% à 90,4% sur l'échelle de confiance. Donc, il y a quand même un haut niveau d'adhésion. Par contre, donc, si on regarde un petit peu plus précisément ce niveau de confiance, donc dans les questions, on avait euh, une échelle de confiance vraiment plutôt confiance, une confiance plutôt modérée, pas du tout confiance, etc. Et on peut voir que la confiance qui est ressortie est quand même plus souvent modérée. Hein. Les répondants, ils déclarent en majorité plutôt faire confiance au logo proposé. Donc en tête du classement, vous avez donc le label pêche durable, donc avec 90,4% des répondants qui déclarent lui faire confiance. Donc c'est suivi de près quand même par l'IGP, AOP, AOC, Bleu Blanc Cœur et C'est du Centre. Euh, donc il y a quand même une forte reconnaissance hein, pour tout ce qui est label vraiment ancré dans des valeurs territoriales, alors même que leur niveau de notoriété et de compréhension est quand même plutôt modéré. Euh, donc voilà, ben, ça peut suggérer que le niveau de confiance qui est accordé, il repose un peu moins sur une connaissance fine que vraiment sur l'image qui est perçue comme cohérente et claire par les consommateurs. Vous avez quand même deux labels qui se distinguent par une adhésion plus affirmée. Donc vous avez le label rouge avec 40% de tout à fait confiance et le label bio, donc 38%.
La défiance, elle est quand même plutôt marginale, hein. On n'a aucun label qui dépasse les 17% de réponses négatives. Et pour la plupart, c'est quand même des taux cumulés de plutôt pas et de pas du tout confiance. Donc ça oscille entre 10 et 13%. Euh, et puis oui, il y a quand même à remarquer, c'est que le label Eurofeuille, bien qu'il soit quand même officiel, c'est lui qui a le niveau, enfin les niveaux de défiance les plus élevés à 17,2%. Donc il y a quand même, voilà, ça confirme que certains signes européens, ils restent quand même bien moins identifiés et différenciés par les consommateurs. Et par contre, le label bio, il fait vraiment figure d'exception puisqu'on a quand même, enfin, il est quand même très connu. Donc je vous rappelle, 96,5%, on a vu juste avant, relativement bien compris avec quasiment 31%, et quand même largement plébiscité puisqu'on atteint 86,8% de confiance totale. Si maintenant on s'interroge sur la signification en fait dans l'achat des produits bio, on peut voir que les répondants ils associent la consommation bio à vraiment des engagements forts en tout ce qui est notamment en matière de santé, de limitation d'usage de produits chimiques de synthèse, de qualité et de respect de la saisonnalité. Il y a quand même une part des répondants qui voit aussi une partie éthique. Donc l'image vraiment de la bio elle reste quand même globalement positive et orientée vers la santé, la qualité, même si ces engagements ils diffèrent quand même significativement en fonction de l'âge des répondants, on le verra un petit peu après. Et il y a vraiment des divergences qui sont marquées selon les générations quant à la motivation vraiment qui est associée à l'achat de produits bio. Chez les plus jeunes, donc là sur les moins de 30 ans, la consommation bio, elle s'inscrit vraiment dans une logique globale de transition écologique. Ils associent davantage le bio à tout ce qui est réduction de l'empreinte carbone, préservation de la biodiversité, soutien de l'autonomie alimentaire nationale et à l'accessibilité financière. Euh, voilà. Par contre, à l'inverse, donc les plus de 60 ans, ils valorisent avant tout l'achat de produits de saison. Donc, ils ont vraiment une approche plus traditionnelle, concrète de la bio. Certains avaient répondu, notamment dans la question libre, pour eux, c'était le bon sens paysan. Par contre, ils sont beaucoup moins mobilisés par tout ce qui est enjeux environnementaux globaux. Euh, donc ça, on le verra dans la suite de la présentation. Mais voilà, ces différences, ils suggèrent quand même vraiment l'intérêt d'adapter nos messages et les actions de promotion de la biosensibilité vraiment spécifiques aussi de chaque génération. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Non, non, c'est pas la même chose. C'est une autre certification haute valeur environnementale. Est-ce que, alors je vais vous proposer d'ouvrir votre micro pour que vous nous posiez plus clairement la question. Est-ce que je peux le faire comme ça? Je vais faire tout. C'était quand on les voyait Mm. en grande vue. Ouais, c'est bon. Ok. Vraiment, j'ai, Vraiment d'activer votre micro. je vous ai proposé de pouvoir l'activer, monsieur ou madame Béroudi. Je, si vous voulez bien ouvrir votre micro pour que vous puissiez nous poser clairement la question. Non. Ok. Par contre, je ne vois pas le nom de la personne, c'est trop petit. Clara, ça. Oui. La slide, il y avait l'évaluation de la connaissance des logos et de la compréhension. Oui, en fait, il y avait la première. Hop. Ça concerne vraiment la connaissance et celle d'après, c'est la confiance. Voilà. Et donc, Oui, voilà. oui. Pour revenir différence entre HVE et enfin haute valeur environnementale et bio, effectivement, le cahier des charges n'est pas le même. Il est pas Le, plus. Enfin, il est différent. Il y a
pas de certification par un organisme certificateur, Si, etc. si, Ah si, 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 si. maintenant. Si, si. Ok. Pour HVE, donc on est sur une certification. Donc là, ça concerne pas une production, mais l'ensemble de l'exploitation, à la différence de la bio, où on peut avoir, par exemple, c'est les bovins en bio, mais les terres en conventionnel. Donc là, c'est l'ensemble de l'exploitation. Pareil avec un contrôle par des organismes certificateurs, avec enfin, un premier audit, un audit de renouvellement et par un intermédiaire à la fin. On est sur enfin, quatre items. On est sur la partie item, enfin une évaluation sur l'item de biodiversité, phytosanitaire, fertilisation, irrigation. Donc avec tout un cahier des charges derrière à respecter. Et depuis notamment le nouveau référentiel, c'est pas si accessible que ça. Mais c'est aussi, voilà, c'est une autre certification. Euh, Oui, Clara répondait t'as Ah du coup oui, répondu d'accord. à la question. Parfait. Ok. Et bah écoutez, on va faire la suite. Euh, Sur les attentes des consommateurs et les produits qui sont consommés par type de circuit de distribution. Donc, ce qu'on peut retenir déjà par rapport au chiffre d'affaires de la bio, qui est de environ 12 milliards au niveau français, l'agence bio indique qu'effectivement, plus de 76% des produits bio consommés en France sont produits en France. Et dans les produits qu'on voit en tête de la consommation française produits en France, il y a effectivement, on va dire, les produits de base, c'est-à-dire les œufs, les produits laitiers, le fromage, les légumes. En région Centre-Val de Loire, on retrouve un peu ce top 3. Effectivement, ce sont les œufs qui arrivent en tête principale des produits qui sont consommés le plus en bio par le panel. Ensuite, il y a les légumes et les fruits et les produits laitiers. Quand on regarde, en fait, voilà, où est-ce qu'ils sont consommés, on peut identifier que c'est majoritairement en grande et moyenne surface. Donc c'est cohérent par rapport aux chiffres nationaux. Euh, Quels que soient les produits qui sont désignés dans l'enquête, le pourcentage d'achat minimum en GMS est de 41%. Donc, même pour le pain, par exemple, l'ensemble du panel achète le pain bio au minimum 41% du panel achète son pain bio en GMS. Les magasins spécialisés sont, eux, plus représentés, sont significativement plus représentés sur l'achat des céréales, des boissons non alcoolisées et de l'épicerie salée. Quand on a posé la question au panel s'ils étaient attentifs à la question du vrac, c'est pas une question qui apparaît spécifiquement. La question du gaspillage, on l'a vu, c'est un sujet qui est apparemment euh, assez précieux pour eux. Par contre, la question du vrac, c'est pas un point qui les intéresse. Donc voilà, les magasins spécialisés plutôt pour l'achat des céréales, des boissons non alcoolisées et l'épicerie salée. Et par rapport à la vente directe, qui ces deux dernières années, au niveau national, a tiré un peu l'épingle enfin, son épingle du jeu par rapport à la consommation bio, ce sont principalement des produits frais et bruts, donc les œufs, les fruits et légumes et la viande qui apparaissent. Pour l'artisanat, le pain est assez bien représenté, donc avec des boulangeries. Et ça, en région Centre-Val de Loire, on en a quelques-unes, effectivement, notamment sur les zones un peu urbaines, qui sont au moins en mixte. Par contre, sur les autres produits, euh, les, les artisans type boucher apparaissent assez peu. Le panel et les consommateurs préfèrent aller directement à la ferme. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Alors, il y a des cette questions. partie-là? Alors, Hum, euh, oui, effectivement. Alors, je pense que c'est François. C'est pas écrit.
correctement, mais ça doit être François qui... si c'est par rapport au podium, oui, effectivement, c'est des produits principalement non transformés. Euh, Une forte attente de facilité et de gain de temps, oui, pour les consommateurs. Alors ça, on le reverra par la suite sur les catégories de consommateurs. Mais il y a effectivement une partie du panel qui est plus attentive aux produits bruts et frais que d'autres. Et il y a un panel qui est plus attentif effectivement aux gains de praticité et de facilité, notamment dû à leurs conditions et modalités en fait de vie, notamment pour les jeunes. On le reverra, mais il y a des attentes fortes sur comment cuisiner, étant donné qu'ils ont potentiellement peu de matériel et peu de surface pour pouvoir le faire, Et de connaissances et de connaissances aussi. sur la cuisine façonnière. Après, produit brut non transformé ne veut pas forcément dire compliqué en fait à cuisiner. C'est peut-être une question de recette à montrer. Léa Gauthier, les consommateurs souhaitent accéder à des produits bio, mais sans demande spécifique pour le type d'emballage. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus ces questions du vrac, s'il vous plaît? Eh ben, en fait, on leur a posé. Alors, on n'a pas fait de lien spécifique entre bio et vrac dans les questions. Par contre, au départ, on leur a posé dans les questions d'habitude alimentaire, on leur a posé la question s'ils étaient attentifs et si c'était un engagement intéressant, important pour eux dans leur consommation alimentaire, la question du vrac. C'est pas le cas. Quand dans le top 3 des choix, c'est un des choix qui apparaît le plus bas malgré le fait que l'engagement de la perte et du gaspillage apparaît plus haut. Alors, François, la remarque, oui, alors la contrainte financière oriente vers des produits bruts car moins chers, mais le souhait de fond est la facilité de vie, hommes et femmes travaillant. Oui, alors en fait, on peut aussi se poser la question de l'éducation au goût et à l'alimentation, des habitudes alimentaires. Je rappelle quand même que c'est un auto-questionnaire et que c'était principalement des questions fermées. Donc, alors, loin de moi l'idée de dire que le panel n'est pas fiable par rapport à ce qu'il fait réellement, mais il y a des questions effectivement qui paraissent, enfin des réponses qui paraissent un peu incohérentes les unes envers les autres. Puisque à première vue, les produits transformés sont plus chers et que la contrainte financière est, euh, est forte, et en même temps, voilà, le vrac et les produits bruts sont pas des produits qui sont très attendus. Voilà, il faudra creuser et potentiellement, on va vous présenter ensuite les catégories d'acheteurs et peut-être que ça pourra éclairer sur les attentes du panel. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie? Sinon, on passe aux grandes catégories qu'on a pu faire. Ouais, les Gauthier, les incohérences seraient intéressantes à creuser. Ben ça, voilà, on l'a quand même analysé. Vous pourrez le retrouver dans la publication globale qu'on vous partagera à la suite de ce webinaire. Effectivement, bon, ça fait un beau pavé. Euh, Oui, François qui continue à commenter, effectivement. Un décalage peut-être entre effectivement les objectifs de vie, les intentions et le réel qui s'impose un peu à nous, le quotidien. Mm. C'est bon pour vous? Alors maintenant, on va passer donc aux grandes catégories de consommateurs donc vis-à-vis des produits bio en Centre-Val de Loire. Donc on a enfin voilà, on a quand même beaucoup de questions qui ont été posées avec la variable fréquence de consommation. Et donc on a essayé voilà, regrouper ce qui était regroupable pour vous dresser un petit peu des portraits des consommateurs de la région centre. Donc, ce qui est important, voilà, quand même à retenir, c'est que la très grande majorité donc, des répondants, ils déclarent avoir consommé des produits bio au cours des 12 derniers mois.
Donc, on les a regroupés en trois profils. Donc, vous avez donc les consommateurs réguliers ou quotidiens. Donc, ça représente 40% du panel. Dans ces 40%, vous en avez 9% qui consomment tous les jours et 31% au moins une fois par semaine. Donc, ce qu'on a qualifié des consommateurs réguliers. Ensuite, vous avez donc les consommateurs occasionnels, donc qui représentent 47% du panel, avec 26% qui en consomment de temps en temps et 21% qui en consomment rarement. Et enfin, vous avez donc les non-consommateurs, donc 14% du panel qui, eux, ne consomment donc jamais de produits bio. Donc là, on va s'intéresser d'abord au profil sociologique donc des consommateurs quotidiens et réguliers de produits bio, donc les 40% dont on a parlé précédemment. Ce sont principalement des consommateurs qui appartiennent à la catégorie donc socio-professionnelle plus, donc avec voilà, une surreprésentation de cette catégorie parmi nos consommateurs réguliers ou quotidiens. Donc 54% dans cette catégorie, on consomme régulièrement ou quotidiennement. En termes d'âge, ça concerne surtout les moins les moins de 40 à 30, mais surtout les moins de 30 ans, qui consomment proportionnellement plus souvent du bio, donc avec quasiment 54% de moins de 30 ans qui en consomment régulièrement ou en tout cas quotidiennement. Et parmi eux, on en a quand même 26% qui appartiennent à la catégorie CSP+. En termes d'ancienneté, donc on a quand même une fidélité de ces consommateurs quotidiens et réguliers. On a plus de 70% qui consomment du bio depuis plus de 3 ans. Donc souvent, ce sont donc des personnes de moins de 30 ans qui sont d'ailleurs des néo-consommateurs, hein. Il y en a près de 53% qui en consomment depuis moins de 3 ans. En termes de motivation principale, c'est principalement, comme on l'a vu précédemment, vraiment pour la santé, tout ce qui est qualité gustative et respect de l'environnement. Donc là, on est toujours sur le profil, là plutôt économique, des consommateurs quotidiens et réguliers de produits bio. Donc si on regarde la part du bio dans leurs achats alimentaires, on en a quand même, un peu plus de 17% qui déclarent que plus de 75% de leurs achats sont bio et parmi eux, on a 29% qui appartiennent à la catégorie CSP+. On en a 36% qui déclarent que 50 à 75% de leurs achats, sont bio. Concernant l'évolution de leur budget alimentaire, on a 57% des acheteurs quotidiens et 43% des acheteurs réguliers qui ont augmenté leur budget, contre 32% à peu près pour l'ensemble du panel. Hem, voilà. Là maintenant, donc on passe au profil sociologique et économique des consommateurs occasionnels, de produits bio, donc qui représentent, je vous le rappelle, 47% du panel. Une fois Heu par mois. Ouais, c'est ça. Et au moins, ouais, c'est ça, environ une fois par mois à moins d'une fois par mois. Ça dépend parce qu'on a ceux qui consomment de temps en temps et rarement. Au niveau donc on a des consommateurs qui sont plus âgés, donc les plus de 45 ans consomment plus occasionnellement du bio et notamment les plus de 60 ans. Au niveau CSP, donc ça concerne davantage, d'inactifs, de CSP- et CSP intermédiaires. Concernant l'évolution de leur budget, on a 33% des répondants qui consomment de temps en temps des produits bio et quasiment 15% des répondants qui consomment moins d'une fois par mois des produits bio qui ont augmenté leur budget et ouais, voilà, c'était tout déjà. OK. Maintenant concernant, les non-consommateurs, donc qui représentent, je vous rappelle, 14% du panel. Donc on a une surreprésentation, des inactifs. On a davantage de personnes plus âgées, heu, voilà, vous avez par tranche d'âge, là, les 30-44 ans, donc quasiment 15%, 45-59 ans, un peu plus de 15% et les plus de 60 ans, quasiment 15%. Hem Et donc les plus jeunes sont la catégorie qui est la moins représentée avec, moins de 8%. Et au niveau de leur budget alimentaire, on a seulement, un peu plus de 14% des répondants qui ont augmenté, leur budget. Et donc là, on parle du budget alimentaire global, pas que pour, la partie bio comme, précédemment. Est-ce que vous avez des questions sur la partie, profil? Alors Justine, Vrignot
indique qu'elle ne comprend pas la partie augmentation du budget. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, augmentation depuis quand? Sur cette question-là, L'année précédente. c'était l'année précédente, je crois. Oui, c'est ça. C'est l'année précédente. Donc, en fait, on leur a demandé à tous si sur l'année passée, sur les 12 derniers mois, ils avaient augmenté leur budget alimentaire, diminué leur budget alimentaire ou stagné. Et donc, en fait, on peut voir qu'effectivement, les consommateurs en bio ont plutôt eu tendance à augmenter leur budget alimentaire. Alors, attention, pas de raccourci, ça ne veut pas dire que les produits bio ont plus augmenté que les produits conventionnels, hein. Justement, les chiffres ont plutôt montré l'inverse. Euh, mais en tout cas, les personnes qui consomment bio acceptent peut-être une part plus importante dans leur budget de l'alimentation. Ouais. Et on le verra encore après, de façon plus spécifique. Alors, on leur a juste posé la question sur le budget, pas si ça venait du nombre de références ou du volume, seulement sur le budget global. Donc, on peut pas vraiment savoir, on peut pas avoir cette précision-là. Et du coup, Clara Guillemard demande si on sait s'ils vont augmenter leur budget pour acheter du bio notamment. Alors, en fait, on leur a posé la question à venir, Dans les pas 6 prochains mois. dans les 6 prochains mois, pas sur les 12 derniers mois. Voilà. En fait, il y a plein de questions qu'on aurait aimé poser, pour être honnête. Mais le budget de l'étude a fait qu'on a dû réduire de façon assez importante. Enfin, voilà, on a dû restreindre le nombre de questions, et dû au budget global et dû au temps qu'on pouvait y passer nous. L'idée étant que, en fait, on ait une étude, une photographie à l'année 2025 pour qu'ensuite l'agence bio qui a prévu d'augmenter son panel, on puisse en fait suivre un certain nombre de questions et du coup suivre l'évolution en fait de la consommation et de l'acte d'achat. Mm. Voilà. Donc je pense que vous allez être comme nous assez frustrés sur un certain nombre de choses. On n'a pas toutes les réponses, on est désolé. Après, on ne peut pas tout vous présenter Oui. là non plus ce matin parce que voilà, il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup de croisements. Même au niveau de la publication, voilà, c'est quand même un document assez conséquent. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez aussi davantage de détails, de graphiques, etc., qui pourraient vous intéresser ou à réutiliser dans l'étude globale qu'on vous mettra en pièce jointe. Alors, les moins de 30 ans ont-ils été questionnés? Oui, les moins de 30 ans, Madame Léoté, ont été questionnés. Il y a une catégorie 18-29. Mm. Donc, effectivement, ils ont été questionnés. Alors, dans ces 18-29, on a des étudiants, des actifs, mais ils ont été questionnés. Vous pourrez voir que c'est notamment ceux, alors, c'est pas forcément ceux qui consomment le plus. Mm. Par contre, c'est ceux qui sont potentiellement ouverts à en consommer plus. En consommer plus. Voilà. On verra sur les pistes notamment après. On en revient juste Sur les après. Du coup, alors, je pense que c'est toujours François. Une slide énumère les attentes des consommateurs concernant les produits bio. Ah oui, alors le cahier des charges bio, effectivement, il est ce qu'il est. C'est un cahier des charges de production, de mode Mm. de production. Alors après, il y a des labels qui vont un peu plus loin, comme Déméter, par exemple. Il y a aussi des marques qui travaillent à de l'équitabilité, du commerce équitable, euh, notamment des magasins spécialisés bio, pour aller un peu plus loin que sur le mode de production. Voilà. Après, un cahier des charges, c'est un cahier des charges, voilà, il garantit déjà un certain nombre de choses. C'est le choix qui est fait à l'échelle européenne de rester sur un mode de production. Ça n'empêche pas du tout de travailler à des démarches de filière qui sont plus complètes. Et ça, on le fait plus structuré, plus complète. On le fait en fait à l'échelle régionale, que ce soit Biocentre ou les chambres, avec des partenariats et des volontés aussi de travail de filière avec l'ensemble des acteurs et, voilà. Et une démarche de valeur sur toute la chaîne. Et ben écoutez, si on a fini, on continue. Oui, trop de labels tue les labels. Bah, c'est pour ça qu'effectivement,
Après, il y a des pays européens où il y a beaucoup plus de labels que nous, notamment l'Allemagne, par exemple. Ils n'ont pas eu le trou de consommation que la France a connu. Ils sont déjà repartis. Mais ils ont connu beaucoup plus de comment dire, de crise de la bio que nous. Nous, c'était à peu près la première, alors que Oui, oui. c'était déjà, enfin, voilà, ils en ont déjà connu plusieurs, ils sont toujours montés, là, ils sont déjà repartis avant nous. Oui, c'est ça. En fait, la France est effectivement un des pays qui a le plus de mal à repartir sur la consommation bio. Eh bien, écoutez, on va vous parler des freins et des leviers d'action. Donc, c'est bon ça. Ouais. Ouais. Alors, on a pu identifier en fait plusieurs facteurs sur les freins selon quel que soit le profil de consommateur. On a identifié des freins économiques, des freins comportementaux, des freins de perception et d'information et des freins générationnels. Les freins générationnels, c'est un point, enfin, l'aspect générationnel, c'est un point qui est apparu sur quasi l'ensemble des questions qui ont pu être posées à l'ensemble du panel. Alors, quand on regarde les freins économiques et la perception, on peut voir que même chez les consommateurs quotidiens et réguliers, il y a une question de prix trop cher, puisque 52% des consommateurs quotidiens et réguliers considèrent que les produits bio sont encore trop chers. 32% considèrent qu'ils ont quand même des doutes sur le fait qu'ils soient totalement bio. Et 30% considèrent qu'il y a une indisponibilité des produits dans leur lieu d'achat. Pour ceux qui sont non consommateurs de bio, le scepticisme est encore plus élevé puisque 72% des non-consommateurs considèrent que les produits bio sont trop chers, 60% qui considèrent qu'ils ont encore des doutes et 30% considèrent qu'ils ne voient aucun intérêt à consommer bio. Voilà, donc là, c'est vraiment les top 3 des freins qui apparaissent par type de consommateur. Et quand on vous parlait de l'aspect générationnel, les 60-75 ans est apparu comme un profil qui est plus réfractaire que les autres à la consommation en bio. Ils ont plus de doutes sur la certification que les autres classes d'âge. Ils ont une préférence pour le local qui est plus importante par rapport aux autres classes d'âge. Donc, qu'ils soient consommateurs ou non de bio, dans les deux cas, ils ont plus de doutes et ils ont une préférence pour le local. Ils ont une perception aussi du prix élevé qui est significativement plus forte chez les consommateurs de plus de 60-75 ans que chez les autres consommateurs. Et ils ont aussi une crainte de contamination pour cause de proximité avec des champs non bio qui est plus présente chez eux que chez les autres. Voilà. Il faut savoir que effectivement, le fait de la contamination, le fait de ne pas pouvoir produire en grande quantité, voilà, c'est des perceptions qui restent encore assez fortes chez le panel qui a été interrogé. Ensuite, on leur a posé la question de leur intention de consommation dans les 6 prochains mois, s'ils comptaient maintenir, restreindre ou augmenter leur consommation de produits bio, hein, mais tout produit confondu. On peut voir qu'il y a quand même près de 9% des répondants qui déclarent vouloir en acheter, acheter davantage de produits bio dans les mois à venir. Si je vous fais un petit peu le parallèle avec le profil des consommateurs qu'on vous a présenté juste avant, on en a 12, enfin, ça monte à 12,5% chez les consommateurs quotidiens, cette intention d'augmentation. Ce souhait est quand même particulièrement marqué chez les jeunes adultes, donc de moins de 30 ans, et les CSP+, voilà, qui restent quand même plus ouverts à une intensification de leur consommation à venir. Donc voilà, donc, si vraiment on doit un peu vous résumer, c'est vraiment un public stratégique par rapport à l'avenir du marché. Par contre, ils ont des attentes assez précises, on verra en détail après, mais vraiment sur la lisibilité, l'information, l'éthique, l'accessibilité et la cohérence de l'offre. Alors que les seniors et inactifs, ils ont significativement moins l'intention, eux, d'augmenter leur consommation. On peut voir aussi qu'il y a une part importante des répondants qui veulent
qui veut maintenir leur niveau de consommation actuel, hein, donc 56%. Donc on a quand même, enfin ça témoigne d'un ancrage déjà qui est quand même assez solide, hein, du bio dans leur pratique alimentaire. Donc ça, cette stabilité-là, elle se retrouve dans toutes les catégories socioprofessionnelles et pour tout âge. Ça monte à peu plus de 78% pour les consommateurs quotidiens, si je refais le parallèle. Après, donc on a quand même une minorité, mais pas négligeable, hein, qui exprime par contre le souhait de réduire sa consommation de produits bio, donc à un peu plus de 14%, ou voire totalement de l'arrêter, hein. Euh, et donc on est à 2 fois moins, moins de 7% pour les consommateurs quotidiens, sur cette intention de restreindre ou d'arrêter leur consommation. On a quand même, vous le voyez, une bonne part des répondants, à 20%, qui se positionnent pas clairement et qui ne savent pas s'ils consommeront plus ou moins de bio à l'avenir. Euh, donc voilà, il y a quand même un certain flou, mais ça peut être un espace d'opportunité, hein, avec une marge de progression possible si l'offre parvient à gagner en visibilité, en simplicité, en attractivité pour ce public. Euh, Voilà ce que je pouvais vous dire. Si je peux vous mettre autre chose. Oui, 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 oui. On voit aussi, bah, après, c'est une relation quand même assez directe, hein, entre la fréquence de consommation et les engagements futurs. Je vous ai fait les parallèles, hein, juste avant. Voilà, les consommateurs plus réguliers sont les plus fidèles, les plus irréguliers sont les plus indécis ou susceptibles de décrocher. D'où l'importance de renforcer voilà, nos pratiques et en imaginant donc, des leviers plus spécifiques pour réactiver l'intérêt en fonction des profils des publics. On vous a remis aussi en map donc voilà, le détail de ces intentions de consommation par profil de consommateur, mais vraiment plus détaillé que les regroupements qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant. Donc vous pouvez voir donc, les consommateurs quotidiens, donc un profil voilà, assez stable et déjà bien engagé, avec encore une marge de progression. Vous voyez que, je vous disais tout à l'heure, moins de 7% qui souhaitent restreindre leur consommation. Les consommateurs réguliers, donc c'est un profil plutôt stable, hein, mais avec une part non négligeable, un peu plus de 17% qui souhaiteraient restreindre sa consommation. Les consommateurs rares, donc, qui eux sont assez indécis, donc vous avez, ne se prononcent pas quasiment 37%, mais qui pourraient être potentiellement mobilisables. Les consommateurs donc, qui en consomment de temps en temps, donc là, qui sont plutôt incertains avec une part d'indécision qui est quand même importante. Euh, et donc les non-consommateurs, donc plutôt éloignés, avec plus de la moitié des répondants qui sont plutôt indécis sur leurs intentions de consommation future. On vous a détaillé aussi ici sur les pistes de comment favoriser un achat plus régulier. Donc ça passe, on le disait tout à l'heure, vraiment par l'aspect prix, hein. Vous avez 41% qui sont des paniers bio à prix concurrentiel. Ensuite, des promotions plutôt régulières et des remises en magasin, avec en plus des offres plus régulières sur les produits habituellement pas en vente ou en tout cas pas référencés. Donc vous voyez que les quatre premières on va dire, intentions d'achat sont vraiment centrées sur la partie économique et sur le prix et l'accessibilité des produits bio. Ensuite vient en cinquième position le fait d'avoir un magasin spécialisé à proximité, euh, point qui est d'autant plus relevé par les consommateurs les plus jeunes, où ça serait un levier pour augmenter leur consommation. Une plus grande transparence sur la rémunération des producteurs, plus d'informations dans les médias, plus de temps pour cuisiner, plus de recettes mobilisables aussi qui soient accessibles, plus d'informations sur les réseaux sociaux, un système Drive aussi qui ressort aussi beaucoup, notamment chez les plus jeunes, et plus de matériel pour cuisiner. Donc pour résumer donc on a vraiment des pistes assez diversifiées, hein, pour favoriser l'achat, mais qui sont vraiment à prioriser en fonction des cibles. Et en tout cas, pour favoriser cet achat plus régulier, on est, vous l'avez juste avant, sur le prix et les promotions, hein, donc des offres compétitives et régulières pour attirer les acheteurs. Des notions d'accessibilité, hein, faciliter l'accès au magasin et au drive aussi proche du domicile. Avoir plus d'informations, notamment chez les plus jeunes, vous l'avez juste avant. De la transparence, plus de clarté sur la rémunération des producteurs, et plus d'informations médiatiques. Et enfin, un aspect vraiment commodité avec la facilité de cuisiner et d'accéder aux recettes chez les plus jeunes.
Donc, pour résumer, on a donc des consommateurs réguliers qui attendent une offre diversifiée, éthique, régionale, structurée. Des jeunes qui sont, eux, plus sensibles à la praticité, à la diversité, au canal d'information, à la diversité aussi des formats. On a des profils plus éloignés du bio qui sont soit non consommateurs ou plutôt dans la catégorie CSP- inactifs, qui sont eux à reconquérir avec des actions ciblées, notamment sur le prix et la transparence, sachant que voilà, cette question du prix reste dans tous les cas centrale, peu importe les répondants, leur âge et leur catégorie socio-professionnelle. Après, c'est juste en termes de rang, de priorité, où c'est un petit peu différent en fonction du public. Réduire la marge de bénéficiaire des grandes surfaces sur les produits bio. Alors, effectivement, cette dernière année, 2024-2025, il y a plusieurs reportages qui ont Mm. qui ont montré effectivement qu'il y avait une marge importante sur les par les GMS sur la question des produits bio, plus que sur les autres produits. Voilà, on revient en fait je pense, à la question aussi centrale de filière équitable avec une, euh, une- j'ai perdu le nom, avec de la valeur en fait répartie des, sur l'ensemble des opérateurs et des acteurs. Ça, c'est un sujet effectivement qu'il faut qu'on travaille, nous, accompagnateurs agricoles, Mm. sur la transparence du prix, mais aussi sur que tous les maillons de la chaîne puissent correctement être rémunérés à hauteur de leur travail et de leur temps passé. Alors, Justine Vrigneux qui pose la question, est-ce que l'ordre de présentation est la même que la fréquence des réponses? Ah, alors, si la question est sur la slide précédente où je résume les freins, non, c'est pas dans l'ordre parce qu'en fait, c'est c'est des croisements qui sont différents pour aller chercher ces informations-là. Donc, on ne peut pas les classer dans un ordre spécifique. Par contre, par type de consommateur, vous avez pu voir qu'on a classé certains freins par ordre croissant ou effectivement, enfin, en tout cas par podium. Et puis dans la présentation, vous pouvez retrouver, il y a un certain nombre de slides qui sont préparés et qui voilà, nous paraissaient importantes, mais qu'on ne pouvait pas Ouais. tout présenter, où vous retrouvez également par type de frein et croisé par profil de consommateur, l'ordre d'importance on va dire, des différents items des différents freins. On pourrait le retrouver. Ouais. Après, c'est une question, je pense, classique peut-être sur le marketing et la communication produit, c'est-à-dire que effectivement, ce n'est pas forcément, tous les leviers sont pas, ne sont, sont différents. Enfin, les leviers sont différents par type de consommateur, quoi. Donc, il faut ensuite aller piocher ceux qui correspondent le mieux à chaque type de consommateur. Mm. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? François qui a fait un retour sur le prix. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, écoutez, merci. Attends, je vais conclure. Oui, on va passer à la conclusion. Euh, donc en conclusion, pour voilà, résumer un petit peu ce qu'on a vu ce matin dans les grandes lignes, on peut voir que voilà, cette étude-là, elle montre que la consommation de produits bio, elle est quand même bien installée en région centre, hein. Je vous le rappelle, 86% des habitants qui vont consommer au cours de l'année écoulée des produits bio, dont un tiers de consommateurs réguliers et 9% de consommateurs quotidiens. C'est vraiment une consommation qui s'inscrit dans la durée pour une large part de la population, puisqu'on a quand même 70% des consommateurs qui déclarent en acheter depuis plus de 3 ans. Donc, c'est quand même signe d'un engagement plutôt stable dans notre région, avec donc pas mal de nouveaux consommateurs qui sont surtout de jeunes adultes, hein, démontre aussi un intérêt croissant des nouvelles générations pour le bio. Des produits bio qui sont vraiment des produits de base en termes enfin ceux qui sont le plus consommés, avec des lieux d'achat qui sont majoritairement des grandes et des moyennes surfaces, hein, Marine disait jusqu'à 70% des achats selon les catégories. Euh, donc devant les magasins spécialisés et dans une moindre mesure aussi pour la vente directe et les artisans. Avec donc le bio qui bénéficie quand même d'une image qui est globalement positive, euh,
mais avec une connaissance réelle quand même du cahier des charges qui reste partielle, hein. Si l'absence de produits phyto ou d'OGM, c'est quand même bien identifié, on a quand même d'autres exigences, comme notamment le lien au sol, qui sont moins bien connus par nos consommateurs, et avec des doutes qui subsistent quant au contrôle et à l'équité des labels, qui restent quand même assez fortes. Des freins à l'achat qui sont vraiment marqués par la question du prix, comme vous avez pu le voir, avec aussi des doutes techniques, hein, sur tout ce qui a trait aux contaminations, à la capacité de production, aux intrants de synthèse, etc. Et avec un déficit quand même de lisibilité des labels et de l'origine. Des attentes qui varient quand même fortement selon les profils, hein. Praticité, information chez les plus jeunes, élargissement de l'offre et ancrage régional pour les consommateurs réguliers, accessibilité économique et pédagogie. Voilà, avec quand même des dernières générations qui sont plus ouverts à une progression de leur consommation, mais qui réclament plus de praticité et de l'information pédagogique. Et les plus vieux qui, eux, veulent surtout des produits locaux, pas forcément bio, mais c'est bio aussi, c'est mieux, et qui sont vraiment centrés sur le critère prix et le pouvoir d'achat. Euh, voilà, avec des consommateurs réguliers qui sont ceux, comme vous avez pu le voir, qui ont le plus accru leurs dépenses bio par rapport aux autres catégories de consommateurs. Euh, voilà, donc si vraiment on devait résumer, c'est que voilà, le développement du bio passe à la fois par une meilleure accessibilité économique, hein, ça c'est certain, mais aussi par un renforcement de la confiance et de la compréhension de ce que l'agriculture biologique représente, et vraiment en faisant ce travail d'adaptation des messages et des leviers selon le profil et l'âge des consommateurs. Alors, pour répondre à votre question, monsieur ou madame Le Jardin des Baies, Aubet, non, alors moi, j'ai pas connaissance spécifiquement de statistiques récentes sur le resserrement de l'écart de prix moyen du bio et du conventionnel. On pourra se renseigner s'il y en a, mais en tout cas, en région, on l'a pas fait pour l'instant. On a une chargée de mission aval qui devrait arriver dans pas longtemps, donc potentiellement, ça peut être une question qu'on se pose effectivement, mais moi, j'ai pas de Ça, au statistiques. niveau régional, après au niveau national, on a les retours par filière, Ouais, effectivement, du prix du bio par rapport au conventionnel, comme bah, vous avez déjà entendu parler par rapport au lait dernièrement. Euh, mais c'est vraiment national, c'est pas une information qu'on ouais. a régionale. Et puis les prix, les chiffres qu'on va plutôt avoir, nous, c'est vente producteur, c'est le prix producteur et pas le prix final. Non. Voilà. Avez-vous comparé les résultats de cette étude avec des actes d'achat réels, car on sait qu'il y a un gros gap entre Mm. citoyens et consommateurs? Oui, alors non, c'est ce qu'on disait au départ. Effectivement, entre ce qui peut être dit et ce qui peut être fait, il peut y avoir une différence. Voilà. Après là, il aurait fallu passer avec, en plus, croiser l'étude avec le retour, en gros, Mm. quali des consommateurs aussi derrière. Mais là, ça demande, en fait, quand on travaille avec les panélistes, il y a la partie vraiment questionnaire Mm. en ligne et les parties plus ateliers, où ça Focus. correspondrait un peu plus à des focus sur un échantillonnage, en fait, du panel. Et là, ça atteint des prix stratosphériques. Donc, non, non, on n'était pas assez riche pour le faire, mais ça serait vraiment particulièrement intéressant de pouvoir recroiser ça avec une étude focus terrain. Tout à fait d'accord. Non, l'étude, elle tient pas compte d'une éventuelle mauvaise foi des réponses. Ça sera à chaque lecteur Mettre en du, perspective. de notre, de notre retour, enfin, et de nos analyses voilà, de faire son propre enfin, voilà, sa propre vision. Quelles pistes sont identifiées pour baisser les coûts de la bio, à part baisser nos coûts de production, faire payer les coûts environnementaux? Alors, attention, alors moi, je mettrais juste un petit... un- quand on dit rendre accessible économiquement la bio, il y a une question effectivement baisse du coût, mais il y a peut-être aussi une très grosse question communication C'est même ce qui ressort le plus. sur la question de l'accessibilité du bio. Mm. Parce que, et ça, alors, on l'a déjà vu plusieurs fois et on le voit, en fait, des produits bio de saison achetés directement ou alors en circuit assez court de proximité. Les prix, la différence de prix entre le conventionnel et le bio, elle est peut-être pas si énorme que ça. Donc, il y a
il y a effectivement une question. Oui, il y a une attente aussi des consommateurs, mis à part le fait que, enfin, de l'accessibilité financière, il y a aussi enfin, le consentement à payer du consommateur et pouvoir matérialiser enfin, le retour sur investissement, entre guillemets, concernant son acte d'achat. Ils ont vraiment, enfin, enfin, ça ressort vraiment clairement, hein, et ça, peu importe les catégories, d'avoir une information sur qu'est-ce qu'il y a derrière et avec un qui aurait un consentement à payer plus cher, qui serait plus élevé, si et seulement si ils arrivaient vraiment à voir ce qu'il y a derrière. Il y a vraiment cette partie confiance et lisibilité du bio, transparence sur les origines, le prix, la rémunération des producteurs, sur les pratiques que ça implique. Qui est quand même vraiment très importante, et aussi la partie sur notamment les contrôles, les normes et l'impact sur l'environnement, avant même la partie accessibilité économique ressort quand même très forte, et aussi la valorisation du lien entre bio et local, ou qui n'est pas si nette que ça aussi par rapport pour les consommateurs. Et Voilà. Alors, pour répondre à la question d'Irène Léoté, le cahier des charges, il est européen. Il n'y a pas de différence entre le cahier des charges français et un autre pays européen. La seule différence qu'il pouvait y avoir et qui n'existe plus, c'était la question des serres chauffées. Mais la Commission européenne a demandé à la France de supprimer enfin, voilà, ce critère qui restait chez nous. Donc le cahier des charges, il est bien européen. Eurofeuille veut bien dire cahier des charges européen. c'est juste l'interprétation en fait qui est faite par chaque État qui, sur certains points, peut être un petit peu différent, mais le reste du cahier des charges global, de toute façon, ça, c'est européen. Donc, Après, différence de prix direct, producteur bio et grande surface parfois surprenante. Parfois, c'est le même prix. Quand vous achetez chez le producteur et quand vous achetez en grande surface, oui, oui, ça peut l'être. Voire ça peut être aussi moins cher. Voire même des produits frais. En tout cas, il y a des comparaisons qui sont dans certaines régions et départements entre GMS, prix producteur et prix GMS. Ça s'est déjà vu d'avoir des prix de produits en GMS, donc en grande et moyenne surface, en conventionnel, qui étaient plus chers que des prix bio chez le producteur ou en vente directe au marché, par exemple. Oui, ça se fait. Le constat étant fait, qu'avons-nous comme moyen collectif pour répondre aux nombreuses questions, communication, médias, réseaux sociaux? Effectivement, le constat étant fait, maintenant, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on se l'approprie? Alors, l'idée de cette étude, c'était qu'effectivement, chaque opérateur puisse s'approprier enfin, cette étude enfin, les résultats pour ensuite pouvoir décider d'une stratégie propre et ensuite à l'échelle régionale. Je dirais que les structures institutionnelles, la DRAF, les agences de l'eau, donc Loire-Bretagne, Seine-Normandie, la région Centre-Val de Loire ont eu la restitution de cette étude-là. ils sont même partie prenante. C'est vrai qu'on Oui, on l'a pas précisé, mais cette étude, elle a été faite dans le cadre de l'Observatoire régional de l'agriculture biologique, euh, avec un comité avec de un pilotage. comité de pilotage dont ces institutions font partie. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, à nous, interprofession bio et chambre d'agriculture, d'aller faire du plaidoyer auprès de ces structures pour que les résultats soient pris en compte et que les actions qui seront accompagnées dans les prochaines années répondent en fait à ce qu'on a pu identifier. Ensuite, il y a des questions, nous, interprofession bio, comment est-ce qu'on met en place des actions? Et ça, ce sera le travail de 2026. Mais en tout cas, si vous avez des attentes et des volontés, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Au vu des déconversions de producteurs, est-ce que le Conseil régional envisage d'aider spécifiquement certaines filières? Est-ce que la question se pose ou inquiétude est présente dans les instances pour maintenir la production bio-régionale? Alors, les déconversions, c'est une grande question.
Effectivement, il y a un nombre d'arrêts qui est plus important. Alors quand je dis arrêt, c'est déconversion, mais autre raison aussi, type arrêt d'activité, par exemple départ en retraite, etc. Euh, Effectivement, le nombre d'arrêts a tendance à augmenter. Le nombre de déconversions a aussi augmenté. Mm. Jusqu'en 2024, il restait quand même assez raisonnable. Donc, il a fortement augmenté. Néanmoins, il reste en dessous des 3%, Ouais, on a moins de 3% de... moins de 3% des producteurs bio qui se sont déconvertis en 2024. Alors certes, le nombre de producteurs n'est pas très important non plus. On est à environ, enfin, on est à 1500, 1980 pardon, en région. Voilà, les structures institutionnelles sont informées de ces déconversions-là. Puis elles sont partie prenante dedans, hein. On a Ouais. des actions où on travaille en collaboration avec eux, qui sont financées aussi Mm. en lien. Sur la filière laitière, effectivement, en fait, il y a deux filières qu'on a identifiées qui sont très très problématiques actuellement, c'est le lait et le porc. Voilà. Nous, on ne pourra pas vous en dire plus sur les actions qui sont menées spécifiquement sur ces filières-là, mais Puis d'autant plus dans un contexte euh, mince, au niveau du contexte politique général de la France qui est un petit peu mouvementé en ce mm. moment. Donc ça aide pas non plus à pouvoir affiner ce qu'il est capable de faire en termes de soutien. Euh, alors, peut-être préciser que les aides peuvent être distribuées différemment dans les différents pays européens. HVE récupère beaucoup d'aides qui pourraient être redirigées vers la production de l'eau. Alors, la question des aides, effectivement, c'est une question alors, européenne, mais aussi nationale. Ces dernières années, les conversions et les installations en bio ayant été plus faibles que les budgets qui étaient prévus, Mm. il y a des arbitrages ministériels et d'agences qui ont été faits. Voilà, ça c'est une question qui est un peu plus haute que nous, mais en tout cas, la Fédération nationale de l'agriculture biologique travaille à un plaidoyer pour ça. Je pense que les chambres en partie aussi. Mm. Des aides régionales vont-elles être mises à disposition pour promouvoir le bio dans la restauration collective, notamment dans les cantines scolaires? Alors là, il y a tout un travail qui est fait. Ça, je peux vous en parler parce qu'on est dedans. Il y a, alors la DRAF a sorti un appel à projet l'année dernière spécifiquement sur la restauration collective et notamment les cantines scolaires. Donc on accompagne les collectivités pour l'introduction des produits bio. Il y a d'autres financements qui sont possibles. Donc ça, il y a déjà un travail qui est fait. Après, il faut le temps du changement. Et un changement de pratique, c'est comme un changement d'habitude alimentaire dans un foyer de particulier, ça prend du temps. Et ce n'est pas qu'une question de volonté. Il y a des questions de volonté, il y a des questions de matériel, il y a des questions d'habitude, il y a des questions de frein au changement. En tout cas, c'est un sujet qui est quand même pas trop mal aidé par rapport à d'autres sujets par rapport au bio. Mm. Avez-vous demandé quel lien ont les consommateurs avec les produits locaux, producteurs locaux? Alors, on n'a Ouais. pas demandé quel lien exactement. On a demandé dans quelle mesure ils étaient d'accord avec les affirmations listées, c'est-à-dire je veille à la provenance des produits que j'achète, je privilégie les achats de produits locaux et les circuits courts, et je suis fidèle aux traditions alimentaires de ma région ou de ma famille. Tac, tac, tac. Et donc, on avait pour le premier, hein, ouais, il y avait quand même un attachement aux produits locaux et aussi dans les habitudes alimentaires. On avait au niveau des répondants 81% qui répondent veiller à la provenance des produits qu'ils achètent, 90% à privilégier les produits locaux et les circuits courts, et près de 75% à être fidèles aux traditions alimentaires de leur région ou de leur famille. Et c'était interrogé de cette façon. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Euh, pour information, vous pouvez retrouver l'étude, donc le dossier complet, soit sur le site de la Chambre, soit sur le site de Biocentre. Alors, la Il Chambre, doit être sur le celui de la DRAP, peut-être aussi. ah oui, je sais pas. On en a pas reparlé. Sûrement sur la DRAP, puisque c'est nos financeurs, Voilà. sûrement sur leur site, je n'ai pas revérifié. On vous enverra en fait le lien euh,
par la suite là pour les retrouver et pouvoir les télécharger. Donc le dossier, il fait une soixantaine de pages. Voilà, avec l'ensemble des questions qui ont été posées et les analyses qui vont avec. On vous enverra aussi la présentation qu'on vous a faite aujourd'hui. Et puis, je pense que dans quelques jours, il va nous falloir juste un tout petit peu de temps, vu qu'on a enregistré la présentation. On la mettra en fait sur nos chaînes YouTube et site internet. Donc, vous pourrez aussi la retrouver. Voilà. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous aurez nos mails aussi dans les envois qu'on vous fera avec nos coordonnées. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des collectivités, enfin, vous habitez tous dans une commune potentiellement qui a une restauration collective, je fais un peu de pub, mais n'hésitez pas à nous contacter pour si vous désirez les accompagner, vous savez qu'ils ont du mal sur certains points. Voilà. Et ben écoutez, merci pour votre attention. Et puis, on vous libère. Bonne fin de journée à vous et bon courage. Merci beaucoup.